Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve pour le dernier jour de l'année 2025 et aujourd'hui j'avais envie de vous délivrer des conseils pour que vous puissiez vivre une année épanouie en couple. Donc c'est parti, je vais vous donner 9 conseils pour que cette année soit votre année, en tout cas sur le plan du couple et de la relation que vous entretenez aujourd'hui. Donc résolument, le début des années, justement, c'est le temps de la prise de résolution. Je pense que on passe tous par là, la volonté de prendre des résolutions, que ce soit sur le plan personnel ou même relationnel. Et peut-être que vous faites partie de ces couples qui, se disent, allez, cette année, on fait en sorte d'avoir moins de conflits, de mieux communiquer et de développer notre écoute, notre complicité. Mais dans la réalité, est-ce que vous avez les outils et vous avez réussi jusqu'à présent à sortir peut-être de ces schémas, de ces boucles relationnelles de laquelle vous êtes pris. On va vraiment parler aussi de ça dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que un couple ne se change pas juste par la volonté individuelle et donc aussi commune, mais par la prise de conscience et aussi des outils très concrets pour venir réguler émotionnellement et venir aussi mieux se comprendre à titre personnel, mieux comprendre l'autre et mieux comprendre qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vous parlerai de 2 approches que j'utilise en tant que psychopraticienne, qui sont l'approche systémique et l'approche de la sophrologie. Donc je vous donnerai des conseils par rapport à ces 2 approches en particulier. Donc, dans cette vidéo, on va partir sur 9 conseils concrets et donc inspirés de la psychologie du couple et de l'approche systémique et familiale et de la sophrologie, comme je viens de vous le dire là. Donc, l'objectif de cette vidéo, pour moi, c'est pas de vous conseiller pour que vous puissiez être dans un couple parfait, parce que le couple parfait n'existe pas, mais un couple qui va vous permettre d'être plus lucide, d'avoir une plus grande sécurité, autant à l'intérieur de vous-même, mais aussi dans la relation avec l'autre, et de vous sentir plus vivant, vivante, et plus en reliance avec l'autre. Donc le conseil numéro 1, on part tout de suite. Conseil numéro 1, comprendre que le problème n'est pas tant la personne qui le porte, mais la dynamique relationnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, un couple dit toxique ou qui dysfonctionne, en tout cas, c'est pas d'aller pointer du doigt une mauvaise personne dans le couple ou la relation, mais il faut questionner l'organisation relationnelle et qu'est-ce qui fait que dans la relation avec cet individu ou même entre vous deux, ça active chez l'un ou chez l'autre des mécanismes dysfonctionnants. Donc, par exemple, c'est tout à fait en fait l'approche systémique, c'est-à-dire on ne va pas chercher la cause, on ne va pas chercher le coupable, on va observer quelle est la danse relationnelle et comment fonctionne le couple. Qu'est-ce que fait A et B ? Qu'est-ce qu'ils font ensemble, et donc faire en sorte d'observer la dynamique relationnelle qui se joue entre les deux, puisque ce qu'on observe justement dans la systémie, c'est que le système couple fonctionne d'une façon très particulière, tout comme de manière individuelle, on va fonctionner différemment quand on est avec des amis que quand on est au travail. Peut-être qu'il y a des schémas qui vont se répéter parce que forcément on reste un système propre et donc on va interagir en fonction de qui on est aussi, mais il y a quand même des choses qui peuvent s'activer dans les relations et notamment en amour, qu'on va pouvoir aller regarder plus en détail pour réussir à mieux se comprendre et à relationner de manière plus optimale finalement. Donc comment on fait ? Finalement, posez-vous ces simples questions. Qui fait quoi quand ça ne va pas ? Posez-vous la question. Plutôt que d'être enfermé dans votre ressenti et dans votre vision partielle finalement de la situation, essayez de prendre de la hauteur, d'observer comme si vous étiez au-dessus de la situation et de vous refaire la scène par exemple en vous demandant finalement qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que l'autre a fait pour que je réagisse comme j'ai réagi. Donc qui fait quoi quand ça ne va pas, quand ça disjoncte, quand le conflit arrive. Ensuite, qui va apaiser peut-être. Il y a peut-être dans votre relation une personne qui va plus facilement être la personne qui apaise le conflit, peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'escalade, ce qu'on appelle l'escalade symétrique en systémie, s'arrête. C'est-à-dire qu'on arrête de vouloir avoir absolument raison ou de continuer de faire perdurer le conflit, mais il y a quelque chose qui va désamorcer celui-ci.
Donc se questionner aussi à cet endroit-là. Et au contraire, qui est-ce qui a tendance à s'agiter, à insister, à être dans de l'attaque ou même du repli pour pouvoir cerner un petit peu la dynamique de votre relation et comprendre qu'en fait ça se répond, que vous vous répondez mutuellement dans vos fonctionnements. Et tant que vous pensez finalement, que vous restez dans cette pensée que c'est il ou elle le problème, donc vous extériorisez la problématique, vous restez coincé dans cette boucle puisqu'il n'y a pas de remise en question possible. Donc ce que je vous propose en 2026, c'est un petit exercice très simple, c'est que plutôt que de venir chercher à accuser, à trouver un coupable à la situation, on va se questionner, vous allez vous questionner sur qu'est-ce que nous sommes en train de rejouer ensemble. Parce que vous, très certainement, c'est très courant, vous rejouez les mêmes types de conflits. Moi, ce que je dis souvent, même je le dis dans mon propre couple, j'essaye pas de regarder le sujet en question. Est-ce qu'on est en train de parler du lave-vaisselle ou de je sais quel autre sujet qui vient souvent, mais finalement, qu'est-ce qui se joue à l'endroit de ce que moi je ressens et perçois et à l'endroit de l'autre. Et comme ça, on vient plus en profondeur comprendre pourquoi l'autre réagit comme il réagit, pourquoi il ressent ce qu'il ressent et pourquoi moi-même je suis dans cette dynamique-là. Et vous verrez qu'en observant ça, vous allez peut-être vous rendre compte que vous rejouez des scénarios même peut-être qui sont acquis, que vous avez développés depuis l'enfance, mais qui aujourd'hui vous desservent parce que peut-être dans votre famille, c'était un moyen de résister, de survivre à des dynamiques toxiques et dysfonctionnelles, mais aujourd'hui dans votre couple, vous les réactivez parce qu'il y a des situations qui vous ramènent, comme si ça ressemble en fait à des situations que vous avez pu vivre dans le passé, donc ça réactive des émotions, des dynamiques particulières à l'intérieur de vous, et donc vous rejouez le même scénario. Donc l'idée c'est prendre suffisamment de hauteur et de recul, observer, et pouvoir aussi prendre un temps de discussion dans l'après, parce que généralement vouloir parler de ce qui va pas au moment où l'un et l'autre est activé, c'est-à-dire je suis en colère, l'autre est triste ou l'autre est en colère aussi, vous comprenez bien que l'émotion est tellement débordante qu'à cet endroit-là, vous arriverez à pas grand-chose si ce n'est accentuer le problème. Ensuite, deuxième conseil, réguler le corps avant de chercher à communiquer. Donc finalement, c'est la fluidité avec ce que je viens de dire. Et comment on régule le corps ? En tout cas, moi j'ai une approche très sympathique pour faire ça, c'est celle de la sophrologie. Et finalement, c'est venir apprendre à respirer, à écouter son corps, ses émotions, à relâcher les tensions et à avoir des techniques très simples mais très efficaces dans le quotidien pour éviter de surréagir ou justement d'être un peu en mode pilote automatique. Donc beaucoup de couples veulent mieux communiquer alors que leur corps justement est en état d'alerte. Ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que vous surréagissez parce que vous êtes déjà dans un trop-plein. Vous pouvez imaginer comme si vous étiez un vase et que ce vase il est déjà à la limite de déborder, mais quoi que vous fassiez. Donc nécessairement quand l'autre arrive avec une réflexion ou avec sa mauvaise humeur ou avoir quelque chose de pas forcément toujours très agréable à dire, bien vous, ça va toujours faire déborder votre vase en fait. Donc l'idée c'est justement de sortir de cet état d'alerte, de cet état de dérégulation finalement du système nerveux et d'apprendre à vous réguler. Alors vous pouvez le faire en couple, mais vous pouvez le faire aussi seul, donc seul à l'aide de la sophrologie par exemple, il y a plein d'autres outils. Prendre des temps de ressourcement, des temps où vous n'êtes pas dans l'action, mais plutôt dans le système parasympathique pour venir vous reposer et récupérer de l'énergie. Et à deux, tout simplement, c'est privilégier des temps de partage sur des choses qui vous plaisent, de tendresse, de câlin aussi. On oublie qu'on est des êtres qui avons besoin de contact physique et parfois, plutôt qu'une longue discussion, ça peut être intéressant de venir juste s'enlacer pendant 5 minutes, 10 minutes et vous verrez que votre système nerveux va se réguler, vous allez vous réguler mutuellement et c'est ça qui est génial. Et c'est très très simple à faire finalement. Et peut-être qu'après, vous pourrez justement avoir cette fameuse discussion beaucoup plus posée que quand vous essayez de parler alors que vous n'avez pas cherché à vous réguler avant. Donc, un système nerveux activé n'entend pas, il se défend. Il cherche que à se défendre parce que justement, c'est chercher à maintenir l'équilibre qui est déjà pas à l'équilibre puisque vous êtes déjà suractivé. Donc, la moindre petite goutte va faire déborder ce fameux vase. C'est pour ça que vous êtes en mode autodéfense ou en mode peut-être parfois attaque. Les deux options sont possibles.
Donc la sophrologie nous rappelle une chose essentielle, c'est que le dialogue n'est pas possible sans un apaisement corporel. Et ça, vous pouvez l'observer même, regarder nos fameux politiques ou même dans des débats un petit peu houleux, dans des sujets où on retrouve un qui est pour et l'autre qui est contre, par exemple. Vous verrez que si la personne n'est pas suffisamment posée et régulée au niveau de ses émotions et de son système nerveux, elle va très facilement s'emporter et être sur la défensive ou être dans l'attaque ou justement laisser ses émotions la déborder, alors que quand on est face à des personnes qui sont régulées, déjà, le dialogue est beaucoup plus... est possible en fait, tout simplement. Donc, un rituel simple à mettre en place qui est plus tiré donc de la sophrologie. Vous pouvez faire 1 minute, par exemple, par jour, même plusieurs fois par jour, parce que finalement 1 minute, c'est pas grand-chose, de respiration lente. Vous avez la respiration ventrale, l'idée c'est de respirer dans le ventre. Vous avez la respiration en cohérence cardiaque, vous avez plein de super respirations. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais peut-être que je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer quelques techniques que j'utilise. Donc, conseil numéro 2, avant toute discussion importante, en 2026, on régule d'abord. On se questionne, est-ce que là, je suis en capacité d'être dans un échange constructif? Si c'est pas le cas, abstenez-vous. Conseil numéro 3, sortir du mythe de la communication parfaite. Ça, c'est quelque chose que je vois énormément sur les réseaux sociaux, dire que le fondement de tout couple est la communication. Chose sur laquelle je ne suis pas d'accord. Je pense que la première chose qui est importante, c'est le respect. Et mais bon, voilà, chacun y voit aussi ce qu'il a envie de percevoir, mais en tout cas, s'il n'y a pas un respect déjà mutuel, pour moi, la communication ne peut pas fonctionner correctement derrière. Donc, on vous a certainement fait croire que quand on s'aime, on se comprend et on arrive à cerner les besoins de l'autre et à les anticiper. Mais la réalité, c'est que c'est totalement faux, puisque dans un couple, chacun parle depuis sa propre histoire, sa famille d'origine, ses blessures d'attachement notamment, et on est aussi, donc là j'ai parlé du couple hétérosexuel, mais ça peut être aussi vrai dans une certaine mesure dans le couple homosexuel, c'est qu'il y a des polarités, masculin, féminin aussi, et donc du coup on n'a pas la même façon de fonctionner, on se complémente beaucoup plus que on se ressemble. Et donc, c'est important de savoir ça, qu'en face de soi, on a quelqu'un qui s'est construit d'une manière peut-être tout à fait différente de la nôtre, et que là où parfois ça coince, c'est parce que justement ça vient nous, peut-être nous heurter ou nous questionner sur nos propres valeurs et notre propre fonctionnement. Donc, en systémie, donc dans l'approche systémique, on ne cherche pas à se comprendre parfaitement, mais à traduire son monde intérieur, ce qu'on appelle la carte intérieure d'une certaine façon, comment je me suis construit mon monde, comment je perçois les choses aussi. Et donc, finalement, ce qui va être important, c'est de changer aussi la manière dont on exprime les choses. Par exemple, quand on dit « tu me comprends pas » ou « tu comprends mal », plutôt que de dire déjà « tu », c'est quelque chose, le « tu qui tue », le fameux « tu qui tue », je vous invite à parler de vous et à inviter votre ressenti dans l'échange et à dire que lorsque l'autre, votre partenaire, va dire ou faire cette chose-là, dites ce que ça vous fait à vous, ce que vous ressentez depuis qui vous êtes et depuis peut-être votre histoire. Et ça, on peut pas le faire si on n'a pas conscience de soi et si on n'est pas suffisamment justement ancré dans son corps, dans ses ressentis. Donc, objectif en 2026, moins d'explications et plus de mise en sens grâce à votre perception émotionnelle, de votre propre ressenti. Vous verrez que ça va changer la dynamique de votre relation. Ensuite, conseil numéro 4, identifiez votre boucle relationnelle centrale. Qu'est-ce que c'est ? C'est finalement se rendre compte que chaque couple a un fonctionnement dominant. Donc une ou deux boucles. Les boucles, c'est quoi ? C'est des schémas répétitifs qui se répètent, donc qui se réenclenchent régulièrement dans votre relation. Il y a par exemple celui qui est dans le besoin d'être en lien, donc qui poursuit l'autre, et l'évitement, le fameux « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis », ce qui se rapproche beaucoup, d'ailleurs je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, de l'attachement anxieux avec l'attachement évitant. C'est des dynamiques qui sont
qui vont bien ensemble, puisqu'il y en a un qui a besoin beaucoup d'être en lien et l'autre qui est plutôt à vouloir le fuir, et donc du coup ils se renforcent dans leur fonctionnement. Il y a aussi le fait d'être plus sur une posture d'attaque et l'autre qui se met en retrait, qui va avoir tendance à ne plus rien dire finalement. Il y a aussi la fameuse boucle rationnelle, plutôt le triangle de Karpman, avec le sauveur et la victime, mais il y a aussi le bourreau dans tout ça, mais on peut retrouver par exemple dans des dynamiques de couple, une personne qui est beaucoup plus dans la posture de sauver, donc de venir en soutien, en aide, et une personne beaucoup plus plaintive, qui a tendance à se victimiser, et donc du coup c'est pareil, c'est fonctionnel dans le sens où ça se complémente, mais c'est pas forcément confortable pour autant. Et enfin, un autre exemple, le reproche qui va avec le phénomène de justification. Donc l'un est très dans le reproche et l'autre est toujours en train de se justifier, ce qui agace celui qui reproche parce qu'il a juste besoin forcément peut-être de s'exprimer à cet endroit-là. Et donc ça s'entretient en fait, ça fait son petit ménage. Donc finalement, parmi ces exemples, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? C'est juste que le conflit n'est que la surface visible et toujours vous questionner justement sur le mode de fonctionnement et qu'est-ce que ça vient fortifier en vous, dans le sens qu'est-ce que ça vient renforcer de vos propres croyances et de vos propres fonctionnements internes et émotionnels. Et donc la question à vous poser ensemble en 2026 quand ça dérape, c'est qui fait quoi et qu'est-ce qu'on fait ensemble et qu'est-ce que je fais et en quoi est-ce que ça provoque ça chez toi et inversement. Parce que du coup, on va vraiment être dans la relation. Là où peut-être vous êtes encore peut-être simplement justement à vous justifier, tatati et tatata, et vous renvoyer la balle. Et je vous invite vraiment à percevoir quand est-ce que vous ressentez que vous êtes vraiment dans le lien à l'autre et dans la relation, dans le nous, et pas simplement dans le jeu et dans le jeu. Et ça, c'est le truc le plus difficile à faire finalement en couple, c'est construire la relation qu'il y a en commun et faire de vos deux individualités, de vos deux cartes du monde, un troisième espace en fait, une relation à deux, cet espace que vous allez co-construire ensemble. Donc, mettre des mots sur cette fameuse boucle et ces fameux schémas répétitifs, c'est une façon de commencer à en sortir parce que vous allez justement les observer. Tout comme on observe une émotion pour ne pas rester enfermé dedans, eh bien, observer les dynamiques relationnelles quand le conflit s'active va vous permettre déjà de mettre un pied en dehors. Le conseil numéro 5, ne plus confondre l'amour et la relation fusionnelle. La relation fusionnelle, c'est quelque chose qui est souvent active au tout début de la relation amoureuse, où on voit l'autre avec des yeux voilà, on a l'impression que c'est la personne parfaite, il y a tout qui s'imbrique, tout est fluide, tout est léger, on voit que ce qu'on a envie de voir finalement de l'autre, et puis d'une certaine façon, elle nous montre aussi ses meilleurs attraits, ses meilleures qualités. Et finalement, il y a beaucoup de couples qui vont venir s'abîmer dans la relation au long cours parce que ils vont confondre en fait cet état d'être amoureux avec l'amour, avec le fait d'être en amour de l'autre et d'aimer l'autre. Et il y a déjà une distinction à faire entre ces deux émotions-là. L'amour, c'est quelque chose qui peut se co-construire en fait toute la vie, et d'ailleurs dans différentes relations, pas simplement dans la relation amoureuse, alors que l'état amoureux, c'est un état aussi, alors je vais pas vous en dire beaucoup parce que je n'y connais pas là-dedans, mais en tout cas il y a un état aussi physiologique et chimique dans ces premiers mois, ces premières années, où finalement les hormones aussi vont venir activer des choses à l'intérieur de nous, et ça va se réguler avec le temps, ça va se rééquilibrer, et c'est justement quand il y a la redescente d'hormones, il y a cette fusion qui va, on va défusionner en fait pour revenir à notre état initial, que là on va pouvoir vraiment co-construire la relation amoureuse. Et donc comprendre que cette fusion-là, c'est pas de l'amour et on peut se perdre dans ce besoin d'être en fusion. D'ailleurs, pour faire une petite aparté, ça va être des personnes qui vont
ces personnes qui veulent tout le temps être dans ce sentiment d'être en fusion avec l'autre vont enchaîner les relations amoureuses et vont pas réussir à se poser et à s'engager en amour parce qu'elles sont en quête justement de cette fusion première, et dès qu'il n'y a plus la fusion, dès que ça s'estompe, justement que les hormones s'en vont, et bien elles ont l'impression qu'il n'y a plus d'amour. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant, peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je dis là, mais en tout cas sachez que l'amour, c'est pas ça. Et donc cette fusion, elle peut créer des conflits, de la jalousie, du contrôle et cette fameuse dépendance affective qui est aussi liée à la dépendance justement à ce qu'on ressent lorsqu'on est fusionné à l'autre, une espèce d'entité, on ne fait qu'un avec l'autre. D'ailleurs on dit souvent ma moitié, hein, on a l'impression que l'autre vient combler quelque chose qui nous manquerait. Donc l'approche systémique, qu'est-ce qu'elle rappelle sur tout ça? C'est que justement les deux personnes sont différenciées. Même s'il y a ce sentiment au début de fusionner avec l'autre et qui est d'ailleurs nécessaire au début pour construire la relation, pour créer un couple vivant, il faut réussir à se décoller à un moment donné et comprendre que l'autre est une entité à part entière, avec ses besoins propres, avec sa vision propre, avec ses valeurs, avec son fonctionnement propre, et qu'il va falloir faire en communion, en cohésion l'un avec l'autre, mais pas l'un dans l'autre tout le temps de façon collée. Donc en 2026, un petit exercice, c'est je vais vous inviter à venir nourrir chacun votre espace personnel. Parce que c'est quelque chose qui va aussi permettre de nourrir après la relation de couple, parce que si on est toujours l'un sur l'autre, ça active justement ce phénomène de dépendance affective, et sur le long cours, c'est plutôt pas constructeur, on va dire. Donc, sans chercher finalement à se culpabiliser ou à se justifier de ce qu'on a besoin de créer de manière individuelle, en dehors de la famille, en dehors de la relation. C'est quelque chose qui va aussi venir nourrir notre intériorité et nous permettre d'être mieux en fait à deux. Donc, un couple qui respire, c'est quand chacun réussit à exister séparément. Donc, le conseil numéro 6, apprendre à se réparer après un conflit. Un couple sain n'est pas un couple sans conflit, mais un couple qui sait réparer. Ça, c'est quelque chose aussi de primordial. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une société qui a tendance à fuir l'échange, en tout cas quand il y a justement des avis divergents, des avis opposés, on préfère ne pas y aller du tout parce qu'on a peur d'être en conflit, on a peur de se fâcher avec l'autre, et pourtant le conflit aussi c'est une manière justement de construire la relation dans cette idée justement de je suis différent et je n'ai pas forcément toujours le même avis que toi, mais je suis en capacité de continuer à être en relation avec toi parce que je t'aime et parce que je suis en capacité aussi d'accueillir cette différence et d'en faire une richesse. Donc le conflit en soi, il n'est pas nocif, il n'est pas mauvais, c'est juste la capacité à grandir de ce qui ressort de ces conflits plutôt qu'à être en perpétuel conflit et à chercher justement, alors c'est l'exemple que je prends le plus souvent parce que je trouve que c'est celui qui ressort le plus, c'est finalement quand on tombe dans ce piège de vouloir avoir raison et donc de chercher à faire en sorte que l'autre comprenne qu'il a tort, et bien là on se trompe, en tout cas pour moi, de combat et de sujets, surtout quand on veut construire un couple épanoui, parce que c'est pas du tout à cet endroit-là que ça se joue. Alors, après un conflit, il y a beaucoup de couples qui vont être soit dans l'évitement, soit dans le fait de minimiser ce qui s'est passé, de pas vouloir du tout y revenir, et pourtant une relation de couple épanouie et mature se construit aussi à cet endroit-là, dans le fait de pouvoir revenir de façon calme et posée sur ce qui a été dit, sur ce qui s'est passé, pour ne pas accumuler justement les non-dits et des choses qui vont finir de toute façon par ressortir un jour ou l'autre. Je pense que vous avez toutes et tous cet exemple où votre compagnon, votre compagne vous ressort une histoire d'il y a 2-3 ans et vous dites mais pourquoi il ou elle me ressort ça maintenant? Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas parce que vous n'en avez pas parlé que la résolution s'est faite. Rituel donc de réparation pour 2026. En posant tout simplement clairement les choses sur la table, justement en ayant suivi les conseils que je vous ai donnés juste avant, en étant régulée. Voilà ce que j'ai compris de ce qui s'est passé, voilà ce que j'aurais aimé pouvoir dire ou faire autrement, pouvoir reconnaître que parfois on n'agit pas de façon juste et éclairée parce qu'on est nous-mêmes pris dans nos dynamiques et que c'est pas forcément toujours constructif.
Parfois, il vaut mieux justement savoir se retirer et prendre un temps pour revenir dans leur relation de manière plus posée, plutôt que de sortir tout en étant suractivé et peut-être dire des choses qui vont blesser et qu'on va regretter. Donc voilà ce dont j'ai besoin maintenant. Donc ça, c'est des conseils aussi assez primordiaux. Donc en 2026, je vous invite à ne pas chercher à gagner le conflit, donc ce fameux avoir raison, avoir tort, mais plutôt chercher à restaurer le lien, chercher à comprendre qu'est-ce qui vous a touché et a fait que dans le lien, vous avez été meurtri, vous avez été blessé, et aussi aller à l'endroit de l'autre et questionner et vous demander ce que lui ou elle a ressenti. Ensuite, conseil numéro 7, et je vais tâcher de faire en sorte que cette vidéo dure moins que 30 minutes. Sortir du développement personnel, très individualiste, ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience, moi à titre personnel, mais aussi à titre professionnel, c'est que le développement personnel c'est bien, mais il faut aussi parler de développement relationnel, donc l'endroit de la relation. Parce que finalement, le développement personnel, qu'est-ce qu'il nous dit ? Travaille sur toi, apprends à te connaître, apprends à te gérer, à réguler. Et c'est très bien, dans un premier temps, c'est très bien. Mais parfois, si on oublie qu'on est aussi des personnes qui sont profondément construites dans le lien à l'autre. On n'est pas des individus séparés, en fait, des autres. On est existant parce qu'un jour un homme, une femme ont décidé de faire un enfant et le lien nous forge, en fait on est forgé dans la relation à l'autre. On peut pas juste se dire que parce que je vais travailler sur moi, parce que je vais mieux me comprendre, et ben je vais être mieux avec les autres, parce que parfois ça peut être tout le contraire, justement on a tellement décortiqué, on s'est tellement compris qu'on va retrouver des dynamiques pas forcément toujours saines dans la relation à l'autre, parce que on va venir chercher l'autre dans ce que lui il n'a pas fait, dans le chemin qu'il n'a pas eu, et c'est pas forcément justement montrer que ce développement personnel nous a permis d'être mieux dans la relation. Donc en thérapie systémique, par exemple, on va ajouter une notion clé, c'est qu'on va venir observer ce que la relation vient activer chez nous et comment on est ensemble en fait, avec l'autre, et pas simplement tout seul soi, dans sa pensée propre et dans ses émotions. Puisqu'il y a toujours cette idée de l'autre en fait, finalement, pourquoi à un moment donné je suis triste, pourquoi à un moment donné je me sens blessée, parce que l'autre a fait, n'a pas fait, a dit, et donc c'est toujours par rapport à un autre finalement. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si on était seul sur la planète ? Je pense que ce serait très difficile à vivre justement, on n'aurait même pas ce miroir qui est l'autre pour réussir à grandir, et je pense sincèrement que c'est dans la relation avec l'autre qu'on grandit le mieux. Donc se poser aussi cette question-là, et en 2026, en tout cas moi c'est ça que je vais vous partager beaucoup sur cette chaîne, d'ailleurs je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment vous développer dans la relation avec l'autre. Parce que c'est comme ça qu'on est réellement heureux, en tout cas selon moi. Donc on ne guérit pas seul, mais on guérit aussi dans la relation à l'autre. Et c'est aussi dans la souffrance, parfois, qu'on arrive à grandir le mieux. Parce que c'est des choses qui nous réactivent à l'endroit où on n'avait pas regardé suffisamment. Et c'est pas toujours facile à vivre, et pourtant, constat simple, c'est pas toujours justement les relations les plus fluides et les plus légères qui nous font le plus grandir à titre personnel. Et je pense qu'on peut tous se dire ça. En tout cas, moi, c'est un constat que j'ai fait. Alors, la question puissante, qu'est-ce que cette relation met en lumière de moi que je ne verrai pas autrement ? Voilà, pour faire un petit résumé, qu'est-ce que cette relation met en lumière de moi que je ne verrai pas autrement ? Autrement dit, comment l'autre vient activer certaines choses à l'intérieur de moi que je n'aurais pas vu sans l'autre, en fait. Donc le couple devient alors un espace de transformation, un espace transformationnel. C'est pas un terrain de combat d'ego, mais un terrain où on va grandir ensemble. Ensuite, conseil numéro 8, avant-dernier conseil, honorer l'histoire transgénérationnelle du couple. Parce que dans chaque couple, il y a effectivement 2 histoires familiales, 2 héritages émotionnels et des loyautés parfois inconscientes, invisibles, qui vont être peut-être mis en lumière justement dans la relation qu'on va commencer à construire. Et donc, vous questionnez aussi à cet endroit-là, parce que ce que vous vivez aujourd'hui, ça n'a pas forcément commencé avec votre couple à vous, mais peut-être déjà avec vos parents ou même vos arrière-grands-parents, même au-delà.
Et venir faire ce travail de conscience va permettre de vous questionner finalement à l'endroit de vos propres familles. Comment est vécu le conflit dans ma famille d'origine, comment on aime dans la famille dont je viens, comment on se sépare aussi, qu'est-ce qui s'active aussi dans les schémas avant soi, et pouvoir se dire ah finalement là ce que je suis en train de vivre dans mon couple aujourd'hui, c'est des choses que mes parents ont déjà vécues avant moi, et comment je pourrais faire en sorte de garder finalement le meilleur de ce que mes parents, ma famille m'ont apporté. Pas toujours évident parce qu'on peut avoir des familles très dysfonctionnelles et très toxiques, mais il y a toujours un enseignement à tout ça, et comment faire en sorte que vous aujourd'hui ça n'empâtisse pas dans votre relation, mais que vous puissiez en tirer votre propre parti finalement. Donc en comprenant cela, on arrête de croire que tout est personnel. Non, on est des êtres sociaux, on est des êtres de lien, et donc on est profondément impacté aussi par la manière dont on a été éduqué, dans quelle famille on a grandi, quelle société aussi plus largement. Conseil numéro 9 et dernier conseil, faire de 2026 une année consciente et non une année absolument parfaite sur tout plein point de vue. Donc la clé de la conscience, dernière clé que je vous offre. Donc le plus important, c'est finalement arrêter de vouloir que le couple soit un espace tout à fait lisse, sans aspérité, une espèce d'utopie à cet endroit-là. Parce qu'un couple, c'est avant tout un espace de mouvement, un espace où il y a besoin d'ajustement, où on va ressentir de la difficulté, de l'inconfort, où ça va nous challenger par endroits. Mais si on prend justement tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, on va pouvoir aller dans cet espace de couple de manière beaucoup plus confort et sécurisée, parce qu'on va se connaître mieux soi-même et on va être en capacité justement de développer la relation et la communication avec l'autre de façon beaucoup plus constructive et pérenne. Donc, petit conseil pour 2026, une petite phrase que vous pouvez vous noter ou que vous pouvez adapter aussi selon ce que vous avez envie de voir grandir pour cette année. En 2026, nous ne cherchons plus à être d'accord avec l'autre, mais plutôt à rester en lien, à co-construire ce lien jour après jour. Et un lien qui dit pas « je ne suis pas important », qui dit « je suis tout aussi important que l'autre » et la relation est tout ainsi importante que moi-même ou que l'autre. Il y a vraiment 3 entités dans le couple à distinguer qui est fondamentale selon moi. Et pour conclure, donc votre couple n'est pas forcément en crise parce que vous êtes en conflit, mais il va vous demander justement d'aller voir à l'intérieur de vous, de créer cet espace de compréhension. Et bien évidemment, c'est beaucoup mieux quand c'est quelque chose, une dynamique qui est faite à 2. Je vous le souhaite en tout cas. Si vous avez envie de faire un petit bilan relationnel d'ailleurs en ce début d'année 2026, vous avez le lien en description pour en échanger avec moi. Je vous invite aussi à aimer, à partager et à vous abonner à cette vidéo si elle vous a plu. Et enfin, rappelez-vous que le couple n'est jamais un problème à résoudre, mais vraiment un système à co-construire, à comprendre et un espace de co-construction. Voilà, je vous souhaite une très bonne année 2026 et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.